Bonjour, je m'appelle Frédéric Bouchery, j'ai 52 ans. J'ai écrit ma première ligne de code en 83, ça fait 41 ans que je fais du code. Le code, c'est ma passion. J'écris du code, j'adore ça, à tel point qu'il y a quelques années, dans une ancienne entreprise, on m'a demandé d'arrêter de faire du développement et d'être plutôt directeur de projet. Du coup, j'ai démissionné. Aujourd'hui, je suis lead développeur, lead manager, architecte, les titres, on s'en fout, pour le groupe Figaro CCM Benchmark. Alors CCM Benchmark, vous connaissez peut-être pas la marque, mais vous connaissez ses sites. Comment ça marche, l'Internaute, Journal du Net, Journal des femmes, le Figaro, Hugo l'escargot pour ceux qui ont des enfants, Copain d'avant, si vous êtes vieux, et une myriade de sites. Ça représente à eux seuls 26 millions de visiteurs uniques par jour. Et dans cette myriade de sites internet, moi je suis en charge, avec mon équipe en tout cas, du pôle Open Data. Donc nous on agrège de la donnée, on doit avoir à peu près 4 milliards de données différentes. Et du code, on en fait beaucoup. C'est pour ça que je suis bien dans cette société en tout cas. Et comme vous, on essaie de le faire le mieux possible. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi on structure le code, pourquoi on crée des méthodes, des classes, des modules, des composants? Pour le réutiliser, pour le faire évoluer, pour limiter les bugs. Regardez pas vos chaussures, vous en faites, moi aussi j'en fais. On est humain. D'ailleurs, dans quelques années, on aura des IA génératives d'applications. Je ne parle pas d'IA générative de code, ça aujourd'hui on en a. Vous savez, les trucs qui nous font du code tout pourri. Non, je parle bien d'IA générative d'applications. En langage naturel, vous allez dire ce que vous voulez, une page, un bouton, quand je clique, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et derrière, l'IA va générer l'application. Pas le code. Le code derrière, ça sera inintelligible, ça ne sera pas structuré, ce sera peut-être un bytecode directement. On n'ira pas regarder le code derrière. Ça ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, quand je dis dans quelques années, si vous regardez ce que fait aujourd'hui GitHub Spark, ça commence déjà à être intéressant. Rappelez-vous Dali à ses tout débuts, les fameux avocats fauteuils. Et quand vous voyez ce qu'on est capable de générer aujourd'hui, dites-vous qu'il y a quand même une certaine progression. En tout cas, ces IA, on pourra leur dire, écoute, change complètement, stocke-moi plutôt les informations dans le cloud ou je ne sais quoi. Et en quelques secondes, il va pouvoir changer le code. Enfin, le code. Générer l'application. Nous, pourquoi on ne fait pas ça? Nous, parce qu'on est lent. Il nous faut des jours, des semaines, des mois pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, faire migrer un legacy, plusieurs années peut-être même. Et quand on écrit ce code, on écrit ce code pour qu'il soit repris plus tard. Je parlais tout à l'heure de faire évoluer. Et ça, c'est toute la difficulté, c'est que finalement, ce que vous écrivez, ce n'est pas pour que l'ordinateur le comprenne, mais pour que quelqu'un derrière le comprenne et le fasse évoluer. C'était Martin Fowler qui disait n'importe qui peut écrire du code qu'un ordinateur peut comprendre, seuls les bons programmeurs écrivent du code que les humains peuvent comprendre. Et ça, c'est le point clé, en fait, de notre métier. C'est qu'on écrit du code pour des personnes qui vont reprendre plus tard. J'avais un collègue qui me disait « écris du code comme si la personne qui allait te relire plus tard était un psychopathe qui connaît ton adresse. » Et c'est exactement ça. Sauf que la plupart du temps, le psychopathe, c'est moi. Ça vous est jamais arrivé de regarder un code et dire « mais qui a écrit ça ?» Puis vous faites un git blame et fait « ah, c'est moi ». J'avais peut-être une bonne raison à l'époque. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, « n'oubliez pas, vous êtes votre futur legacy ». Bref, pour éviter de passer pour des imbéciles plus tard, on essaie de faire les choses le plus proprement possible. Qui ici écrit du code propre? Levez la main. Oh merde. Bon, allez, je vais poser la question différemment. Je vais poser comme... Qui écrit du code sale? C'est bien, c'est bien. Il y en a qui assument. Vous êtes développeur PHP peut-être? Je me moque, je suis développeur PHP moi-même. Alors, je trouve que la communauté JavaScript a plutôt tendance à fermer sa gueule quand on se moque des développeurs PHP.
Bref, là où je veux aller, c'est que finalement, d'une technologie à une autre, la notion de propreté, comme dirait Einstein, c'est très relatif. Ce que l'on peut considérer comme propre chez certains peuvent être considérés comme sales dans d'autres. Au sein d'une même communauté, par exemple la communauté PHP que je connais bien, les développeurs du framework Laravel ont des pratiques qui sont considérées comme sales par les autres. Vous voulez des exemples? Je ne vous en donnerai pas, je ne veux pas avoir de problème. Au sein d'une même entreprise, entre les équipes, on peut avoir des pratiques différentes. Et ce qui est considéré comme normal chez certains peut être considéré comme sale comme d'autres. Le code que vous écrivez aujourd'hui sera sale plus tard. Voici un morceau de code PHP. Ça se reconnaît, c'est écrit PHP en haut à gauche. Il n'y a pas d'accolade. Il y a des if and diff, des for, and for. Il y a même un goto. Ça, c'est un code qui fonctionne avec PHP 8.4 qui sort aujourd'hui. D'accord? Alors, tout de suite, j'en vois certains dans la salle. Je savais que PHP, c'était dégueulasse. Non, revenons quand même un petit peu. PHP, à la base, c'était un langage de templating. On mélangeait allègrement du HTML avec du code PHP. C'est pour ça, d'ailleurs, que les N4Each, c'était pratique, parce que les accolades, on a un peu du mal à voir. Avec tout ça. Avec N4Each, distingue. C'est un bien grand mot. Voilà. Aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. C'est ce qui était normal, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, plus personne n'écrit comme ça. Ça ne viendrait pas à l'esprit d'un développeur PHP d'écrire comme ça. Non. Si on en revient à ce petit bout de code, ce bout de code, c'était normal d'écrire comme ça à une époque. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Et l'histoire du GoTo, elle est intéressante. Le GoTo a été introduit en 2009 avec la sortie de PHP 5.3. Il n'existait pas le GoTo en PHP. Il y a un gars, je ne sais pas qui, je ne veux pas son adresse, qui a décidé d'ajouter le GoTo dans le PHP. Le GoTo, il existe en C++, il existe même en Python. Alors, en Python, c'est un décorateur. Mais il y a un psychopathe qui a quand même dit « Ah, si on ajoutait le GoTo !» Et là, on est tous d'accord pour dire que le GoTo, c'est sale. Mais pourquoi? Dans les années 70-80, on utilisait le GoTo, c'était normal. C'était une époque, moi j'ai commencé en faisant de l'assembleur. À l'assembleur, on faisait des jumps. Quand on écrivait des algorithmes, eh bien, on faisait nos diagrammes d'algorithmes comme ça, avec des petites flèches. En fait, les petites flèches étaient des sauts, et les sauts, c'était les jumps, c'était les GoTo. Et c'était normal de faire du GoTo à cette époque. Et c'est d'ailleurs à cause de l'excès de GoTo que dans les années 70-80, je ne sais plus exactement, les ingénieurs ont imaginé une méthodologie qu'on appelait la programmation structurée. La programmation structurée, ça consiste à interdire les GoTo. On interdit le continue, on interdit le break, et on met un return uniquement à la fin de la fonction, pas avant. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une bonne pratique. Identifier du code sale me semble important. Alors pourquoi déjà je vous parle de code sale? Déjà, première chose, parce qu'il y a d'excellents bouquins sur le code propre. Je vous envoie au livre de Robert C. Martins, l'oncle Bob, sur le clean code. Mais aussi parce que identifier le code propre, il y a quand même débat sur certaines choses. On n'est pas toujours d'accord sur ce qui est propre, vraiment très propre, très propre, clean, je ne sais pas. Par contre, il y a un relatif consensus sur ce qui est sale. Le GoTo, visiblement, fait partie des consensus. Et il y a d'autres pratiques aussi qui peuvent faire consensus. Et ça me semble important, finalement, d'identifier ce qui est sale pour éviter d'en mettre. Et si vous ne mettez pas de saleté, ça sera plus ou moins propre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que sale, c'est mal? Regardez cette courbe. Vous avez en rouge un code sale et en vert un code propre. Le temps qui passe et l'énergie qu'il faut pour l'entretenir. Le code sale nécessite beaucoup moins d'énergie au départ. Généralement, c'est souvent là où on fait, vous savez, la POC. La POC qui n'est pas en prod. Si on veut partir, et le problème du code sale, c'est que derrière, comme il est mal conçu, on a du mal à l'entretenir, on met une petite verrue pour aller vite, un bout de scotch pour que ça tienne, et au fur et à mesure, ça s'accumule, et à un moment, l'énergie qu'il faut pour entretenir ce code elle devient énorme, voire infinie. On ne peut pas, on est obligé de tout effacer et de recommencer. Avec du code propre, on part mieux,
Mais par contre, il y a une conséquence, c'est que souvent, avec du code propre, j'ai vu des entreprises qui ont dit « ouais, on a un super concept », c'est souvent les entreprises qui sont drivées par des développeurs. On a un super concept, on va faire les choses bien, on va faire les choses carrées, on va faire les choses propres. Et ils mettent un temps de dingue pour avoir un truc qui fonctionne. À côté de ça, ils sortent leurs produits et il y a 15 concurrents qui sont déjà passés avant. Il y en a, à l'inverse, ils n'y connaissent rien, ils prennent un stagiaire, ils vont faire développer un truc comme ça un petit peu à l'arrache, mais ils vont pouvoir démontrer un concept. Et puis après, derrière, ça rame, ça rame, ça rame pour essayer de faire fonctionner le truc. Il faut peut-être essayer de trouver un entre-deux. Mais finalement, je préfère un code pas trop sale qui fonctionne qu'un code propre qui ne fonctionne pas. Un code propre qui ne fonctionne pas, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Du coup, regardons un peu de code sale. Oh, peut-être pas celui-là, peut-être pas prêt pour le... Non, vous n'êtes pas prêt. Regardez cette classe en Java. C'est une classe qui est en base renderer. On vient redéfinir do renderer. Okay. Et fetch entity. Elle est bizarre cette méthode parce qu'elle ne retourne, enfin en tout cas, on n'affecte pas son résultat à une variable. Fetch. Et quand on va dans base renderer, on s'aperçoit qu'en fait do renderer, ça retourne void. C'est un concept. Oui, parce que ça va se connecter à une base de données, ça va récupérer tes données et ça va alimenter une propriété qui s'appelle entity. C'est un concept. Après, on a replace URL. Là, pareil, comme ça, là en plus avec C. OK. Et quand on va regarder à l'intérieur, on s'aperçoit que ça vient remplacer une URL à partir de ce qu'il y a dans C. Enfin, ça semble compliqué. On ne comprend pas. Do render, avec une lambda, avec content. Elle vient d'où content? Ah, c'est une propriété. OK. Bon, ça vous aurait arraché les poils de mettre this, un préfixe devant this pour montrer au moins un minimax, c'est quand même une propriété de la classe. Bref, et on ne sait même pas où ça va d'ailleurs. Ah oui, si, ça, le résultat va dans une propriété qui s'appelle output. Ce code est complètement, vous rassurez-vous, je l'ai inventé, mais j'ai regroupé un ensemble de choses que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Et le problème, il est là. C'est un code où, si on ne va pas voir ce qui se passe dans base renderer, on ne peut pas savoir ce qui se passe, on ne peut pas savoir comment il fonctionne. Un code sale, déjà, la première chose, c'est il ne fait pas ce qu'il dit ou il ne fait pas ce qu'il dit faire. Fetch, moi je suis désolé, mais si c'est fetch, get, find, c'est censé me retourner quelque chose. Un truc qui s'appelle fetch et qui retourne un void, c'est pas normal. Alors c'est souvent le cas où justement on manque d'imagination dans le nommage, je ne sais pas. On fait des choses un petit peu tordues, et puis on va mettre des commentaires pour expliquer pourquoi, comment ça fonctionne. Moi je suis désolé, mais c'était Corehouse qui disait ça et je trouvais ça intéressant. Le code c'est comme les blagues, si on doit l'expliquer, c'est qu'il est mauvais. Et c'est exactement ça. Moi je suis un adepte du commentless. Je mets le moins de commentaires possible. Quand je dis ça, ça choque souvent. Oui, je mets du commentaire uniquement pour donner du contexte, pour documenter. Mais si je dois dire que je mets getUser, une méthode qui s'appelle getUser, et le commentaire au-dessus, c'est cette fonction retourne un utilisateur, je me doute bien que ça ne va pas retourner un camion. Vous savez, les commentaires qui ne servent à rien. Vous avez déjà vu ça? Alors, la troisième sur le test de grossesse, ça n'a rien à voir, mais elle m'a fait beaucoup rire. C'est un manque d'imagination, en effet, dont normalement le code doit être suffisamment explicite pour ne pas avoir à le commenter. Mais ça peut être aussi ce genre de choses. Alors ça, c'est du Delphi, c'est mon langage de cœur. J'ai fait beaucoup de Delphi, j'adore le Delphi. La méthode existe qui retourne nil quand il n'a pas trouvé ou l'entité. OK? Mais pourquoi existe? Enfin, oui, mais à la base, il avait commencé à créer une fonction exist qui fait une requête en base de données. Et après, derrière, si ça existe, il faisait un get. Donc du coup, il faisait 2 fois la requête SQL. Et il a dit, ouais, je vais optimiser. C'est une bonne chose d'optimiser. Et je vais directement dans le exist retourner l'entité. Comme ça, si ça retourne nil, c'est qu'il ne l'a pas trouvé. Et puis ça la retourne, je peux faire quelque chose. OK. Mais pourquoi tu n'as pas renommé la fonction? En fait, il ne fallait pas garder exist, c'est pas exist. Et ça arrive souvent. Vous allez regarder dans votre code,
vous allez modifier le contenu de vos méthodes et vous allez lui faire faire un petit peu autre chose ou légèrement différemment, sans renommer la méthode. Pourtant, aujourd'hui, avec nos IDE, franchement, renommer, c'est rien, c'est hyper facile. Je ne comprends pas que... Et il ne faut pas hésiter à changer. Et c'est souvent ça, dans du code qui vieillit, ben parfois, la fonction ne fait plus tout à fait ce pourquoi elle a été conçue initialement. Et on ne renomme pas. Et là, on vient mettre un commentaire. GetUser, cette méthode retourne l'état des stocks. OK. Une chose que je vous conseille, c'est utiliser des analyseurs statiques et faites de la cohérence de nommage. Par exemple, moi, dans mes analyseurs statiques, alors j'utilise PHP-Stan, je fais du PHP, toutes les méthodes qui sont préfixées par is, has ou qui contient exist doivent obligatoirement retourner un booléen. Si ça ne retourne pas un booléen, c'est erreur et la CI, elle pète. C'est même pas un warning, ça pète. Vous n'avez pas le droit. Tous les méthodes get dans les repositories doivent retourner un objet ou lancer une exception. Du coup, quand on regarde le code, on n'a pas de questions à se poser. J'ai mis un get, je sais qu'il va falloir que je fasse un try catch autour, parce que s'il ne trouve pas, il va y avoir une erreur. Il faut que le code soit naturel. Les check styles sont importants aussi, pour vérifier que ça respecte les conventions d'équipe ou les conventions de la communauté. Continuons un petit peu dans l'exploration du code sale. Toujours pas. I, la variable i. Je suis sûr que vous l'utilisez. Qui n'utilise pas la variable i dans ses boucles for? Personne n'ose lever la main. Ah bon? Mais pourquoi i? Quelle est la signification de la variable i? On la reproduit en fait. Ça se reproduit à travers les âges. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la variable i? Pourquoi les boucles for i? En fait, en Fortran, dans les années 60, les développeurs, quand ils ont conçu le langage, comme beaucoup de langages, il fallait déclarer les types des variables. Et c'était toujours un peu pénible parce que dans les boucles for, c'est généralement une variable qui est cantonnée à la boucle elle-même. En dehors, elle n'a pas vraiment de sens. Et il fallait toujours déclarer le type. Et ils se sont dit, on va faire un truc. Pour certaines variables, si elle n'est pas déclarée, on estime directement que c'est un entier, integer. Et en fait, ils ont dit, on va prendre la variable i, et si on utilise i, eh bien, ça sera un entier. Après, i, on peut le définir comme une chaîne si on veut, mais par défaut, si on ne définit pas, ça sera un entier. Et puis, comme il y a souvent des boucles et des sous-boucles, etc., eh bien, il va y avoir jk-lmn. En fait, en Fortran, i, jk et lmn sont des variables qui sont automatiquement détectées comme des entiers, integer. Et c'est historique. Et à l'époque, le Fortran, c'était un langage qu'on apprenait en université, et puis qu'on a commencé à faire des livres. Et du coup, la boucle for i a été reprise dans d'autres langages. Et aujourd'hui, c'est devenu une espèce de standard. Mais standard qui n'a pas vraiment de sens. Pourquoi i? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas index? Je ne sais pas. Allez, admettons, ok, va pour for i. Mais la variable c, elle contient quoi, la variable c? Un contexte, une configuration, une ressource curl? Quoi? Aujourd'hui, alors je comprends, avant, surtout quand on avait on n'avait pas de clavier, on n'avait qu'un clavier, on n'avait pas de souris, on avait un texte 80 colonnes, noir, écriture verte. C'était un peu pénible, on essayait de faire court. Mais aujourd'hui, vous commencez à définir une variable, après votre IDE, il va vous auto-compléter. Écrire configuration, ce n'est pas un problème. Donc, faites un petit peu la chasse aux variables courtes, donnez-lui un sens, il faut qu'elle porte un sens. Alors, x, ok, va pour x. À mon avis, les développeurs ne savent pas écrire abscisse. Il y a un S, un C, c'est compliqué. Utilisez des analyses statiques, à nouveau, pour essayer de détecter un petit peu dans le code l'endroit où vous utilisez des variables un peu courtes. Va pour for i, et encore, en dehors de la boucle for, je pense que le i, on peut l'interdire. X, Y, Z éventuellement, mais on va éviter de tomber dans les travers. In effet de resource locator to activate user account in private mode, c'est peut-être un peu excessif. Surtout que Unified Resource Locator, c'est URL. URL, d'ailleurs, je pense qu'un développeur qui tombe là-dessus fait, c'est quoi Unified Resource Locator? URL. Ah, oui, URL, bah oui. Là, le problème, c'est pas qu'elle soit longue, cette variable, c'est qu'elle a trop de sens, elle a trop de responsabilités. Il y a une notion d'URL,
d'activation, d'utilisateurs, de comptes, de modes. Elle porte trop d'informations. Savez-vous ce que c'est la subitisation? Connaissez-vous le mot subitisation ou subitiser? La subitisation, c'est la capacité qu'a le cerveau humain de dénombrer les choses sans les compter. Là, vous voyez qu'il y a 4 pommes. Là, vous êtes en train de compter. En fait, le cerveau humain adulte est capable de subitiser à peu près jusqu'à 5. Certains 6, il y a un record à 9, je crois. Les très jeunes enfants, ils subitisent à 3. Mais l'adulte, à peu près 5. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, quand il y a peu d'informations, on peut gérer l'information de manière assez globale. Mais dès qu'il commence à y avoir trop d'informations, le cerveau est obligé de passer dans un autre mode d'analyse. Il va devoir compter, comprendre, interpréter, etc. Regardez cette méthode en TypeScript. C'est illisible, ça tombe bien. C'est pas ça l'intérêt. Il y a beaucoup trop de choses. Alors en plus, c'est un constructeur, vous voyez peut-être pas, mais c'est un constructeur. Constructeur qui fait ça, il y a quelque chose qui m'échappe, mais admettons. Il y a beaucoup trop de lignes dans ce code. Et d'ailleurs, très souvent, on vient rajouter des commentaires, on vient rajouter des espaces. Regardez dans vos codes qui sont un peu longs, vous avez tendance à rajouter des petits espaces entre les parties. En fait, comme s'il y avait des espèces de sections. Et ce que vous devriez faire, c'est prendre ces morceaux-là et les mettre dans des méthodes privées. Et ensuite d'appeler sous ces méthodes privées. En fait, vous allez subdiviser votre code en parties plus petites, plus intelligibles. Rappelez-vous de mes pommes. Et d'ailleurs, votre grande fonction va se résumer à un appel de méthode privée. C'est une espèce de résumé de ce que fait votre méthode. Et bien évidemment avec des noms explicites, sans commentaire. Si vous mettez un commentaire, peut-être pour un contexte, mais pas plus. Une méthode, ce n'est pas uniquement pour la réutilisation. C'est aussi pour subdiviser le code en plus petits morceaux, plus intelligibles. Là, ici, il y a peut-être trop d'indentation. À nouveau, si vous avez beaucoup d'indentation, ça aussi, c'est un symptôme d'un code qui ne sent pas bon. On va le subdiviser. En plus, lui, il y a des conséquences. C'est que les chemins pour parcourir ce code-là, avec toutes les conditions, il y a un certain nombre de chemins. On appelle ça d'ailleurs la complexité cyclomatique. Complexité cyclomatique, c'est un indicateur, vous pouvez utiliser, il y a des outils pour ça, et on va compter en fait quelles sont les possibilités qu'il y a dans notre code. Et plus le nombre de possibilités est important, plus la méthode est complexe. Et plus elle est complexe, déjà plus elle est difficile à tester et à comprendre. Là, pareil, vous allez subdiviser, vous allez mettre ces conditions où le cœur qu'il y a dans la boucle for, vous allez la sortir et vous allez les mettre dans une fonction. Une méthode privée, par exemple. Ça, c'est du Rust. Je pense que le développeur a parfaitement compris la notion d'injection de dépendance. C'est un constructeur. Je pense qu'il devrait aller voir la conf sur le S de Solid, Single Responsibility. Cette classe fait beaucoup trop de choses. C'est ce qu'on appelle les God classes, les classes qui font trop de choses, les classes qui font papa-maman, comme disent certains. À nouveau, comme pour les méthodes, vous allez éclater votre classe dans des sous-classes et vous allez déléguer une partie du traitement pour justement mettre les différentes responsabilités dans d'autres classes et ensuite vous injectez ces classes-là. Vous en aurez beaucoup moins. Idéalement 4-5. Pensez, subitisation, 4-5, c'est pas mal. Bref, utilisez l'analyseur statique aussi pour évaluer les méthodes qui sont trop longues, là où il y a trop de paramètres, trop d'indentation, etc. Sortez des indicateurs comme les complexités cyclomatiques. Alors, vous ne cassez pas la CI quand la complexité cyclomatique elle dépasse 50, parce que sinon vous allez vite avoir des problèmes et vous allez être un peu en galère. Mais au moins sortez des warnings, allez analyser le code et voyez si vous ne pouvez pas un peu remplacer tout ça. Non. Ça, c'est une fonction en Python. Cette fonction en Python me pose beaucoup de problèmes. Déjà, elle est très mal nommée, process. OK. Et surtout, en fait, elle est symptomatique de ce que j'appelle l'abstraction hâtive. Le développeur a voulu faire une abstraction. Il s'est galéré à faire une regex, super compliqué,
S+. En fait, il veut assainir une chaîne de caractères pour enlever tous les espaces multiples. Et ensuite, eh bien, en passant un paramètre, il peut le mettre éventuellement en majuscule, en minuscule. Puis à un moment, il s'est dit, ouais, mais je voudrais pouvoir récupérer la chaîne déjà assainie. Donc là, il a créé un concept particulier qui est un booléen à 3 états. Si ça vaut none, c'est qu'on ne fait rien. Si ça vaut true ou false, donc là, il ne fait rien. Et si ça vaut true ou false, bah, il va mettre en majuscule, en minuscule. Là, on est vraiment face à un cas d'abstraction hâtive. Alors que le code est hyper simple. Franchement, il aurait appelé la fonction sanitize. Et puis derrière, s'il a besoin de la mettre systématiquement en minuscule ou en majuscule, il fait sanitize, point upper ou point lower. Fin de l'histoire. Pourquoi avoir fait ça? Eh bien souvent, c'est aussi le problème que l'on a avec le dry, don't repeat yourself. Quand on commence à avoir des duplications de code, eh bien on se dit, non, il faut que je fasse une abstraction. Mais moi, je ne suis pas un adepte du dry, je suis un adepte du wet. Ce n'est pas une blague. Write everything twice. Écrivez tout 2 fois. En gros, vous vous autorisez à avoir de la duplication de code. Et si vous avez un 3e cas, là, vous dites, OK, on va voir pour faire une abstraction. Ce qui vous permet d'avoir 3 cas d'usage et de mieux penser votre abstraction. J'ai souvent des cas où on a une duplication, on va dire une dizaine de lignes de code, et à un moment, on a un 3e cas, mais il est légèrement différent. Et du coup, on va rajouter un petit flag. Donc, quand vous rajoutez un flag, dites-vous qu'il y a un problème. On rajoute un petit flag, et à l'intérieur, il va y avoir un petit if pour faire quelque chose en plus ou en moins. Ça, c'est un problème justement qui est lié à l'abstraction hâtive. Parce qu'en fait, c'est comme si au départ, vous aviez, on va dire, 10 lignes de code, 5 lignes identiques, 5 lignes identiques. Et votre 3e cas, vous avez les 5 lignes identiques et un truc entre les deux. En fait, vous aviez 2 successions de codes dupliqués. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le fait de réfléchir en avance et d'attendre d'avoir plusieurs cas pour commencer à faire une abstraction vous évite de tomber dans les travers d'ajouter ces flags supplémentaires. Pour la blague, parce que j'ai découvert ça cette semaine, il y a quelqu'un qui a créé un outil pour transformer du Python en Python avec des accolades. Il a mis des accolades et donc en fait il transforme et il remet les indentations. Ça s'appelle le Byton, j'ai trouvé ça drôle, ou je l'ai mis ici pour le fun. Ça c'est du PHP, vous reconnaissez, ces magnifiques variables $. DB, ok. Il y a 4 paramètres, ça va encore. 4 pommes, ça peut aller. Là, ce qui me pose problème, alors param, c'est éventuellement parameters, DB ou le database, ok. Ouais, ok. Non, celui qui me pose problème, c'est opt. Déjà, c'est option, ok. Mais dès que vous commencez à ajouter un paramètre optionnel, dites-vous que ça sent pas bon. Et c'est souvent le cas. Ah, j'ai besoin de faire une requête SQL. Ah, mais oh, il neige. Si je dois rajouter une limite, je vais rajouter ça, je vais rajouter un paramètre limite, puis je dois rajouter un charset, je rajoute un paramètre, puis après il commence à y avoir beaucoup de paramètres. Et en plus, il y a des paramètres dont je n'ai pas besoin, avec des valeurs par défaut, enfin ça devient tout de suite compliqué. Et on se dit, oh, je mets ça dans Options. En fait, c'est une mauvaise pratique. Clairement, on devrait plutôt passer par une classe, et ensuite, eh bien, on crée une classe. Alors là, c'est une classe immutable avec des withers. Bon, j'ai gardé DB. J'aurais dû mettre database. Mais je vais faire with parameter, je vais faire with limit, etc. etc. Et le jour où j'ai besoin d'un nouveau type de comportement dans ma requête, je vais rajouter une méthode, je n'ai pas besoin de rajouter un paramètre. Dites-vous qu'à partir de 3-4 paramètres, commencez à réfléchir pour voir si vous ne pouvez pas mettre ça plutôt dans une classe. Alors ça fait, je sais bien, ça fait tout de suite des petites classes. Mais franchement, en PHP, une classe read-only, c'est tellement pratique à utiliser, je ne vois pas pourquoi on s'enquiquine à continuer à ne pas créer des multiples classes. Là, ma solution, hein, c'est faites une recherche de tous les options, etc., pour voir un petit peu ce qui ne va pas dans votre code. Ça, c'est une fonction en Go qui respecte le principe de la programmation structurée. Donc, vous voyez, j'ai le fameux result à la fin, et donc je définis une variable au début.
Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une bonne pratique. Une bonne pratique, c'est plutôt de retourner tout de suite les résultats. Donc on va remplacer ça par des returns. On va essayer de simplifier. Parce que déjà, comme ça, c'est un peu... Voilà. On va simplifier un petit peu. Et on va déjà remplacer par des returns. Là, on voit... Alors, un else après un return, ça n'a pas de sens. On va plutôt les enlever. Et d'ailleurs, ça, c'est une méthode qu'on appelle le elseless. Regardez dans votre code et voyez si vous pouvez vous passer de else. Dès que vous voyez un else, dites-vous qu'il y a peut-être une solution pour s'en passer. Et vous verrez, votre code va se simplifier naturellement. Bon, là, il y a 2 returns successifs, ça n'a pas de sens. Hop, je l'enlève. Et là, il y a 2 conditions imbriquées. C'est un et logique. Toc. Là, on se retrouve avec cette fonction, qui est quand même plus simple que celle-ci, quand même. Non? Bon, il reste un petit souci, c'est que j'utilise la négation. Pareil, dans le code, quand on utilise la négation, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout quand vous utilisez des variables isActivated, isActivate, différentes to, enfin, dès qu'on a des doubles négations, des négations, c'est toujours un peu le bordel, je trouve. Si vous changez, on va inverser, on va plutôt mettre des égalités, on inverse, donc égale 0 ou et return 0. Là, vous êtes en plus dans un cas qu'on appelle l'early return. L'early return, c'est on sort très tôt dès qu'on est dans des conditions limites. Là, ici, je suis dans la condition particulière où si x vaut 0 ou y vaut 0, je retourne 0. Et après, alors là, je fais juste une différence, mais ça pouvait être un bout de code plus compliqué, une opération plus complexe. Ça, c'est de l'early return. Eh bien, on a ici 2 codes un petit peu différents, mais qui font strictement la même chose. Sauf qu'il y en a un des deux qui est mieux que l'autre. Parce que généralement, quand je lis cette fonction, je dis « mais qu'est-ce que fait cette fonction ?» Ben, cette fonction, en fait, elle fait la différence entre x et y, sauf dans le cas où x vaudrait 0 ou y vaudrait 0. Là, à ce moment-là, je retourne 0. Ben, finalement, en décrivant ma fonction, naturellement, je décris plutôt le premier cas. Il faut que votre code reflète aussi votre intention. On va le simplifier encore un petit peu, enfin simplifier. On va utiliser un ternaire. Alors, c'est plus du Go, parce qu'en Go, on n'a pas le droit de faire il n'y a pas d'opérateur ternaire. Donc ça, c'est du C. Là, j'ai un petit souci avec cette fonction. Est-ce que vous connaissez la précédence qu'il y a, la précédence des opérateurs, entre le et logique et le ternaire? On fait d'abord le ternaire et après le et logique, ou l'inverse? Quand on connaît bien le langage, on sait que c'est d'abord le et logique qui est fait avant le ternaire. Mais franchement, des parenthèses, ça n'aurait pas été plus simple pour lever l'ambiguïté? Juste des parenthèses. Levons l'ambiguïté. Et après, là, il y a un souci, c'est que je fais une opération logique sur des entiers. Alors en fait, 0, c'est false, au-dessus de 0, c'est true. Mais en dessous de 0, moins 1, c'est false ou true? Bon, en C, c'est true, pardon. C'est que le 0 qui est à false. Mais on aurait mis directement différent de, et on levait toute ambiguïté. Là, il y aurait quelqu'un qui passerait devant la salle, qui regarderait comme ça à travers la fenêtre, qui verrait ça et dit « c'est quoi ces hiéroglyphes ?» Franchement, vous ne trouvez pas que c'est un peu cryptique, ce truc? Les développeurs adorent faire les choses en une ligne de code. Ah, super! Vous trouvez ça propre par rapport à ça? Ah oui, il y a 4 lignes de plus. Ouais, il y a 4 lignes. Super. Posez-vous aussi la question. C'est pas parce qu'une ligne, c'est mieux. Ça dépend aussi de la complexité de cette fonction. Enfin, de cette expression. Bref, moi j'utilise aussi des analyseurs statiques toujours pour faire la chasse, par exemple, soit interdire les opérateurs ternaires, soit directement aller mettre des parenthèses autour des conditions, ou alors même c'est carrément, dès qu'il y a une condition, ça doit obligatoirement être un booléen. Si ce n'est pas un booléen, je rejette. Il faut qu'il y ait au moins une comparaison stricte. Bref, dans tout ce que je vous ai dit, parce que voilà, on n'a pas forcément beaucoup plus de temps, un code sale, c'est clairement un code qui ne dit pas ce qu'il fait, qui ne fait pas ce qu'il dit, qui n'est pas intelligible. Quand on le lit directement, on est obligé d'aller derrière pour essayer de comprendre. Ça, c'est vraiment le souci majeur qu'on peut avoir sur du code sale. C'est un code avec une surcharge d'informations. Il y a trop d'éléments, trop de lignes, trop de classes, trop de paramètres. C'est un code qui est ambigu. On vient d'en parler. Il faut qu'on lève l'ambiguïté. Il faut être sûr, quand on lit,
de savoir ce que ça va faire derrière. Mais surtout, et à chaque fois j'en ai parlé, c'est utiliser de l'analyseur statique. Utiliser des analyseurs statiques, des SonarCube, si vous faites du PHP Stan, du MES Detector, du Copy-Paste Detector. Alors, Copy-Paste Detector, attention, ne tombez pas dans les travers du dry. Dès que vous avez 2 duplications, voilà. Utilisez ça pour sortir des informations et traiter l'information après. Mais surtout, soyez pragmatique. Ne tombez pas non plus dans l'excès de conception, l'excès au niveau de l'écriture. Parfois, un 5e paramètre, c'est acceptable plutôt que de rajouter un peu de complexité dans notre code. Mais je voulais finir cette présentation en vous montrant un code parfait. Un code propre, hyper propre. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Certes, il ne fait rien, mais il le fait bien. Pas de bug, tout va bien. Alors, ça semble être un troll, c'en est un, mais c'est surtout une invitation à la simplicité. Moi, je suis un grand amateur de pragmatisme et de simplicité. S'il vous plaît, arrêtez de faire des choses compliquées, avec des méthodes qui font trop de choses, des abstractions dans tous les sens, en disant « je vais faire une abstraction pour éventuellement un jour, peut-être si on changeait de... » Faites simple, parce que le business va vous passer sous le nez. Faites simple, et vous vous en porterez en tout cas mieux. Et n'oubliez pas, vous êtes votre futur legacy. Merci. Je m'aperçois que j'étais un peu vite, mais du coup... Merci Frédéric. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Hop, attends, j'apporte le micro. Micro. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais revenir sur le singleton. Loguer sans singleton, c'est relou, non? Cette question est très bien, parce qu'en fait, ma conférence n'est pas terminée. En fait, je vous ai présenté des problématiques de code sale, de clean code. Okay, le singleton, c'est un problème d'architecture. Là, je vous renvoie aussi vers le livre Clean Architecture. Là, c'est beaucoup plus complexe. Il faudrait beaucoup plus de temps que ma simple présentation que je viens de faire. J'ai essayé d'aborder quelques éléments. En fait, si vous reprenez les éléments qui sont dans ma conf, vous allez retrouver un peu la même chose, mais à l'inverse, dans le livre de Clean Code, autour des flags, autour de signification des variables, des méthodes. C'est tout à fait ça. Le singleton est un problème d'architecture. Et c'est un anti-pattern qu'il ne faut pas utiliser. Mais ça fait l'objet d'une autre conférence. Vous voyez comment je fais du teasing pour ma prochaine? Je serai invité l'année prochaine ou pas? Bien sûr. Ah. Non, oui, voilà. C'était une petite blague dans la conférence pour amener des personnes à poser la question. Merci d'avoir posé la question. Sinon, on avait, je crois qu'il était en charge de me poser la question si jamais quelqu'un a oublié de le faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est pour réagir par rapport au troll de la fin, le code vide là. Aujourd'hui, on a l'IA générative et souvent l'IA elle propose de générer du code, mais rarement elle va analyser notre code pour nous dire peut-être que tu peux simplifier ça en supprimant ces trucs-là. Ça reste des contextes assez réduits, je trouve, et finalement, l'IA, j'ai l'impression que ça pousse un peu à rajouter plus de code qu'on aurait pu en mettre si on l'avait fait nous-mêmes, peut-être. Vous avez un avis là-dessus? L'IA, c'est un vaste problème. C'est une vaste question. J'avais fait une conférence il y a une paire d'années, c'était avant le confinement, donc ça date, où j'avais fait croire que j'avais développé une application, une IA de génération de code en fait. Et c'était drôle parce que je parlais et puis je dis fais ci, fais ça, puis ça apparaissait à l'écran. J'ai mis à quelqu'un, vous voulez qu'on change de texte, on met autre chose? Il m'a dit lorem ipsum, et là, lorem ipsum qui apparaît. Et en fait, c'était complètement, j'avais des triggers, en fait, j'avais fait de la reconnaissance vocale, mais voilà. Par chance, il a compris lorem ipsum. Et,
ces intelligences artificielles aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu et j'aime bien en parler, c'est quelque chose qui va exister, mais la génération de code, c'est trop compliqué, elles sont souvent trop généralistes, elles ne comprennent pas les évolutions ou les pratiques, elles ont surtout, par exemple sur du PHP, alors Python, elles sont assez efficaces, mais sur du PHP, elles ont une grosse base, genre, si elles regardent GitHub, elles vont tomber sur du vieux WordPress tout pourri, et donc du coup, elles vont apprendre de ça, et quand elles te génèrent des choses, elles ont tendance à générer des mix parfois. Ça progresse, je trouve que ça progresse beaucoup, et elles arrivent quand même malgré tout à générer du code pas trop mal. J'ai été déçu par Claude. Claude, il m'a généré des trucs bizarres. Il me dit, vous pouvez faire comme ça, ou alors vous pouvez faire comme ça. C'était le même code, je n'ai pas compris. Les IA, elles nous aident beaucoup, mais clairement aujourd'hui, moi ce que je dis à mes développeurs, je dis intéressez-vous à l'IA, à la génération de code, parce que plus tard, c'est pas que les IA vont nous remplacer, c'est que au lieu de développer en Python, en Java, en PHP, eh ben, on va demander à l'IA de générer, et les développeurs qui sont dressés à ces IA pourront rester dans la course, parce que les product owners ne sont pas encore prêts à spécifier plus. On est d'accord, hein, un product owner, il dit moi je veux un bouton. Ok, et nous on fait tout ce qui est autour. Quand on leur dit il va y avoir des IA pour générer des applications, wow, j'ai plus besoin de développeurs. Et puis après quand il va dire ah merde, il faut que je précise, je vais peut-être demander à quelqu'un de le faire. et en fait, les développeurs plus tard, en fait notre boulot ça sera d'utiliser peut-être, on sera des prompt engineers. Mais sur tout ce qui est sur le code, aujourd'hui, je suis très très déçu des résultats. Je suis très déçu des résultats. Il ne faut pas trop en avoir confiance, mais par contre, on peut lui demander de simplifier. Ça peut nous aider et ça peut donner des idées en tout cas. Moi, j'utilise plutôt l'IA pour avoir des idées de. Ouais. D'autres questions? N'ayez pas peur. Singleton, j'en ai déjà parlé. Ah, bon bah. Je voulais revenir sur l'utilisation de l'IA. Ouais. Effectivement, quand on précise rien, le code est pourri. Mais si on lui dit c'est nul, applique-moi tout ce que tu connais sur le clean code, Ouais. il se débrouille quand même pour faire des belles choses. Et quand on utilise Copilot, par exemple, il limite le code que vous avez déjà écrit. Donc si vous écrivez de la merde, effectivement, il va écrire de la merde. Si vous faites des bons trucs, il va pouvoir prédire à peu près ce que vous tentiez déjà d'écrire vous-même et il va faire les choses à peu près correctement. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir, on peut utiliser des RAG éventuellement pour apprendre avec notre code base, par exemple, pour au moins imiter nos pratiques déjà. Mais moi, j'aime bien utiliser plus pour avoir une source d'inspiration et utiliser ce que font les autres. C'est pas forcément toujours une mauvaise idée. Mais oui, je dénigre pas du tout. J'ai été déçu, parfois, souvent. Mais pendant ce temps-là, ça reste un excellent outil. Ça reste un excellent outil. En algorithmie, quand on a des trucs qui n'ont pas déjà été faits avant, les résultats, ouais. Moi, je suis un grand fan d'algorithmie et souvent, c'est des trucs un peu boiteux qui ne fonctionnent pas. Je lui dis, mais ça ne fonctionne pas. Il me dit, oh, excusez-moi. Ouais, il s'excuse beaucoup, hein, je trouve. Les chats, ils s'excusent énormément. Et vous avez raison. C'est bien, j'ai toujours raison avec lui. Ce n'est pas le cas avec ma femme, mais par contre, avec lui, j'ai toujours raison. Voilà. Une dernière question. Sinon, après, je suis disponible pour tout échange autour d'un café. Ah oui, non, on n'a que 10 minutes, c'est ça. Oui, il y a 10 minutes de pause entre les Bon, j'ai vraiment été trop rapide, je suis désolé. Bah, parfait. Merci. Merci. Merci Frédéric.